Hors média, hors les murs, partie 3. Donc nous revoilà avec le troisième artiste notoire dijonnais qui n'est autre que Skima. Bonjour Skima. Bonjour. Maxime Thévenet qui nous fait le plaisir de nous recevoir ici dans une partie de son atelier. Alors Maxime, tu es un artiste traditionnel dijonnais. Tu travailles principalement avec le graphite, le crayon graphite et la pierre noire. Tout à fait. Tu commences à être bien connu sur les réseaux. C'est confondant de réalisme ce que tu fais. Et j'ai remarqué que tu étais devenu l'ambassadeur Comté à Paris. Donc bravo déjà, félicitations Merci pour beaucoup. ça. Je me rends compte que Dijon compte des artistes extrêmement performatifs, hein, parce que honnêtement, ce que vous faites tous les trois, que ce soit Véronique ou bien toi ou bien Aymeric, c'est impressionnant. Vous avez visiblement des âges et des parcours assez différents. Donc maintenant, je connais les parcours des autres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, savoir comment tu en es arrivé là? Alors, donc déjà, je me présente, Maxime Thévenet. Mon nom d'artiste, c'est Skima. D'accord. Donc, je suis spécialisé dans l'art réalisme depuis 2018 en tant que professionnel. D'accord. Je dessine depuis 2012. Donc, je dessine pas depuis tout petit, mais j'ai commencé à 19-20 ans à peu près à dessiner. Je faisais vraiment le petit bonhomme bâton, j'avais zéro base de dessin. Simplement, après avoir fait un bac pro menuiserie, j'avais envie d'aller toucher un peu à l'art, étant donné que je suis musicien depuis que je suis très jeune, depuis l'âge de 7-8 ans. Je suis passé un peu par tous les styles de musique. J'ai fait du classique, du rock, du reggae, du rap, j'ai un peu tout testé. Et étant donné que j'aimais bien la matière aussi, je me suis dit, pourquoi pas aller essayer de faire des études d'art. Donc j'ai fait une mise à niveau appliquée, suivi d'un BTS design d'espace. Et après, j'ai arrêté les études et en est découlé du coup à continuer à dessiner en autodidacte avec un petit travail alimentaire à côté. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, là, on a découlé ma première exposition qu'on m'a fait en surprise chez un barbier. Là, c'est déjà un début de spoiler, parce qu'en effet, je savais que tout avait commencé chez un barbier. Mais comment ça se fait? Comment commence une carrière chez un barbier? Alors, c'est assez atypique. Je m'y attendais pas du tout, mais en fait, j'étais en colocation avec un ami en 2017. Et au bout de 2 semaines après avoir emménagé, il me dit tiens, je vais chez le coiffeur, est-ce que tu veux m'accompagner? Moi, je porte les dreads depuis l'âge de 15 ans, donc je ne vais pas chez le coiffeur, je m'entretiens les cheveux tout seul. Ça fait 17 ans donc voilà. Waouh. Exactement. Donc je lui ai dit, écoute, je peux t'accompagner, mais en fait, j'irai pas me faire coiffer. Il me dit, ouais, mais ils font barbier aussi, donc si jamais tu veux tester, pourquoi pas? Je dis, je t'accompagne, on verra. Et finalement, la patronne a eu une annulation, et donc elle m'a proposé que j'essaye de faire le côté barbier, avec la serviette chaude, le soin, etc. C'était super agréable. D'accord. Et en discutant, en fait, on a parlé un peu de mon parcours, donc comme quoi je faisais de la musique, comme quoi j'étais dans le prêt-à-porter actuellement, en 2017, voilà, et donc que je dessinais un petit peu. Et finalement, elle me dit, est-ce que tu as des choses à me montrer? Et en fait, pile à ce moment-là, j'étais en train de dessiner le portrait d'un homme barbu, d'un mannequin. Et en fait, elle me dit, mais c'est fou, il faut que tu exposes. Est-ce que tu as déjà fait une expo dans une galerie ou autre? Et je lui dis non, pas du tout. Et elle me dit, écoute, moi regarde, j'ai un mur qui est là. Si jamais quand il est fini, tu le mets là en dépôt-vente, puis on verra ce que ça donne. Donc j'ai terminé le tableau 1 mois après. Je l'ai mis en dépôt-vente. Donc c'était un grand tableau, il faisait 1m35 par 95 cm. Ah oui. Et c'était un de mes premiers grands formats, parce que je faisais beaucoup de petits formats avant, A4, A3, A2, mais là, je voulais me donner le challenge de faire de plus en plus grand. Et donc, ça faisait 2017, ça faisait 5 ans que je dessinais, donc c'était assez récent. Mais du coup, j'ai repris rendez-vous, on va dire, pour la barbe 1 mois après. J'ai installé le tableau, et une fois que pas mal de clients sont passés devant, ils ont dit, mais elle est incroyable cette photo, c'est... Photo. Voilà. Ils pensaient que c'était une photo. Ils pensaient que c'était une photo. Okay. Et donc du coup, Tu étais déjà là. Et moi, c'est pas moi qui répondais, mais c'était la barbière qui disait non, en fait, c'est pas une photo, c'est un dessin, rapprochez-vous. Et en fait, il y en a beaucoup qui étaient interpellés. Et finalement, de fil en aiguille, en fait, 1 client, 2 clients, 3 clients. Et un jour, en fait, elle m'a fait la surprise de me dire, écoute, pourquoi pas faire un vernissage?
Et moi, je ne la croyais pas plus que ça. Je m'attendais à 10-15 personnes. Et en fait, non, un vendredi soir, je me suis pointé. Et en fait, il y avait 150 personnes dans le barbershop, dont de la presse dijonnaise, dont voilà, des contacts qu'elle avait. Incroyable. Et ça a commencé comme ça. Donc, je m'y attendais pas. Honnêtement, c'est un chouette premier moment, hein, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui font un vrai vernissage officiel et qui savent des grands moments de solitude pour une première. C'est ça. Donc, non, là, j'avoue, ça commence fort. Quand tu dis que tu dessinais au début avec des bâtons, bah ça c'est un peu comme nous tous, hein, parce qu'on est tous des artistes avant de devenir des adultes, on va dire que c'est un peu ça. Est-ce que rapidement tu en es venu à vouloir faire quelque chose d'assez réaliste finalement, ou est-ce que tu en es passé par des expérimentations un peu plus freestyle, plusieurs styles? Alors, en mise à niveau appliqué, on découvrait un peu tout. Donc, le design de mode, design d'espace, de la sculpture, c'était vraiment histoire d'expérimenter un maximum. Mais ça a commencé en mise à niveau appliqué, où dès la première année, j'ai tout de suite su que je voulais aller vers le réalisme. Étant déjà très minutieux de base, que même quand j'ai fait un bac pro menuiserie, on me reprochait souvent d'être trop minutieux justement sur les pièces et que j'étais pas assez direct, on va dire, dans la création de mes pièces. Mais étant donné que j'avais fait un stage en ébénisterie en troisième, c'était plus l'ébénisterie qui me plaisait. D'accord. Mais je suis allé plus dans un cursus général pour me spécialiser après. Et donc j'avais quand même ce côté minutieux, patient de base. Donc l'abstrait m'a jamais trop parlé. Il y a des choses que j'apprécie de plus en plus à regarder, à essayer de comprendre avec le temps. Mais à l'époque, c'est vraiment le réalisme. Vraiment d'essayer de reproduire la réalité avec un dessin, pour moi, c'était presque quelque chose d'inatteignable à l'époque. Et donc voilà, je me suis focus là-dedans. Et ça a surtout commencé avec un exercice où on devait dessiner notre autoportrait à partir d'une photo et chaque semaine utiliser un matériel différent. Donc moi j'avais pris le stylo bic, ensuite l'aquarelle, l'acrylique. Et la dernière semaine, je trouvais pas d'outils plus que ça. Donc en fait, je me suis dit, je vais pousser le crayon graphite à son extrême. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis pris au jeu avec un simple outil d'esquisse, faire une œuvre d'art. Enfin, essayer d'en faire justement un visuel très poussé, réaliste, on va dire. Ouais, c'est un gros challenge. Et je pense qu'au début, on arrive à quelque chose de réaliste, mais voilà, tu n'arrives pas... Et c'est vrai que sur vous trois, là, les trois artistes que je vois aujourd'hui, vous êtes trois artistes qui prenaient votre temps. Mm-hmm. Vous êtes quand même dans une forme de persévérance, ça se voit. Et est-ce que toi, ça fait partie vraiment de ta personnalité, ce côté très persévérant, très rigoureux? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en action dans différents aspects de ta vie? En général, j'ai tendance à être assez discipliné et rigoureux de manière générale dans ma vie. Déjà, ce qui m'a appris ça, c'est le sport. Parce que travailler son corps, des fois, c'est très ingrat, en fait, le sport, la musculation, etc. Et moi, ça m'a appris vraiment à avoir une certaine rigueur au quotidien. Et je pense qu'il y en a besoin aussi dans le monde de l'art, parce que si on n'est pas rigoureux dans notre travail, en fait, c'est difficile d'avancer et surtout se motiver tout seul, parce que moi, tous les jours, je suis tout seul face à moi-même, donc il faut se motiver. Ouais. Et parfois, c'est difficile, il y a des périodes creuses, il faut les accepter aussi. Ouais. Mais il faut quand même essayer d'être assez constant en général pour... Ça fait longtemps que tu fais du sport aussi? Ça fait, j'ai commencé à 17-18 ans, donc ça fait quelques années maintenant. Ouais, donc tu es très pluridisciplinaire en fait dans ta vie. J'aime bien. Musique, beaucoup de dessins, c'est ça. Sport. À chaque fois, tu essaies de pousser les choses au maximum. Quand je suis passionné, généralement, je me donne à 200%, donc j'essaie de faire au mieux avec ce que je peux faire, mais d'évoluer chaque jour, en fait. Et tu as encore du temps pour pratiquer la musique aujourd'hui? Un petit peu. Après, je suis moins forcément dedans parce que le dessin me demande beaucoup de temps. Parce qu'il y a le dessin, mais il y a aussi tout ce qui entoure le dessin, vu que c'est une entreprise. Il faut faire tourner, il y a les réseaux sociaux, il y a le marketing, il y a la partie commerciale, l'événementiel. Donc ça prend du temps, presque plus de temps que le dessin en lui-même finalement, mais c'est ce qui me crée aussi un équilibre au quotidien. Parce que produire, j'aurais l'impression presque d'être un robot, de trop produire pour produire, et d'avoir toute cette... finalement, c'est ce multi-casquette, multi-outils, on va dire, ça me crée un équilibre au quotidien, et vu que j'aime bien toucher à tout, j'aime bien la vidéo, j'aime bien la photo, je suis sociable, donc j'aime bien échanger avec les personnes. J'aime ce côté commercial aussi,
que j'ai appris avec le temps, parce que finalement, ma première exposition, quand j'ai des personnes au bout de 10 minutes qui m'ont dit bah, vous le vendez combien? Bah, j'en sais rien en fait. Et comment est-ce qu'on détermine un prix dans ces cas-là? Moi, bah, à l'époque, j'étais encore. Rappelez-moi plus tard, qu'est-ce que tu as dit? Bah, j'ai dit que je réfléchissais, sauf qu'il D'accord. fallait bien que je dise à un moment un prix. Et vu qu'à l'époque, bah, moi, je gagnais 10 € de l'heure dans le prêt-à-porter, bah, j'ai fait le ratio. J'avais passé 150 heures sur le tableau. J'avais dit 1500 €. Oui, voilà, tu t'es mis en cynique artistique. Et sauf que, bah, en fait, les gens, ils étaient là, d'accord, bah, moi, je prends celui-là, celui-là, celui-là. Et en fait, en une soirée, bah, j'avais fait 3 fois, 4 fois mon salaire en une soirée que je gagnais finalement. Et maintenant, le temps de production, Voilà. tout est à refaire. Exactement. Mais bon, il faut bien commencer quelque part et puis après réfléchir et puis augmenter les prix petit à petit. Et puis ça se fait au fur et à mesure. Je comprends en fait ce côté un petit peu pluridisciplinaire. Moi, j'ai l'impression que notamment quand on s'attelle à des tâches qui sont vraiment non artistiques, qui sont de l'ordre de la gestion ou autre, après on revient à l'atelier plus inspiré, avec plus d'envie que quand on se met voilà, à marteler en tête à longueur de journée. Complètement. C'est ouais. Et toi, à l'origine, tu es plutôt, tu dis que tu es sociable, mais en même temps, tu es arrivé à travailler comme ça beaucoup seul avant d'être contacté. Oui, bah, en général, quand j'étais passionné, que ce soit pour la musique ou le dessin, généralement, j'aimais bien m'enfermer dans ma bulle, que ce soit le week-end ou le soir, en fait, quand je rentrais pour dessiner. Enfin, je me motivais. Au début, je dessinais beaucoup d'amis ou alors de célébrités pour justement, vu que j'ai tout de suite été dans ce côté un peu réseaux sociaux, bah, essayer de dessiner une célébrité, de la taguer pour qu'elle essaye de me repartager. Et en fait, ça a commencé comme ça, mes débuts. Et après... Le choix de tes sujets, du coup, est-ce que c'est des sujets vraiment coup de cœur dans ces cas-là? Quand c'est des célébrités, c'est des célébrités que tu vas... Que j'écoute, typiquement musical, ou que je vais écouter. Ou si c'est des youtubeurs, bah, c'est des youtubeurs qui sont en train de percer à l'instant T. Du coup, je les dessinais. Et le but, c'était de rentrer en relation avec eux pour faire potentiellement une collaboration. Et puis qu'en fait, voilà, ça amène... effet boule de neige et Exactement. Et que ça fonctionne comme ça aussi. Exactement. Et donc là, on est vraiment dans le côté bon, là, plus opportuniste, parce que même si c'est quelqu'un que tu aimes, après, au niveau de tes sujets, j'ai remarqué qu'il y a une certaine variété. Il y a beaucoup d'animaux. Enfin, il y a la part belle aux animaux, à la puissance. C'est souvent des animaux puissants que tu dépeins, que tu représentes. Où va ta prédilection? Ma prédilection, moi, de base, c'était très humain. Donc j'ai commencé justement avec des portraits d'amis, de ma famille ou de célébrités, comme je disais. Ensuite, je suis allé plus vers des visuels en collaboration avec des photographes sur des personnes âgées, parce que j'aime beaucoup travailler la texture, en fait. On voit en fait la vie qui est retracée sur un visage, sur des mains. Enfin, on peut distinguer beaucoup de choses. Et en fait, les animaux, ça arrivait par la suite au moment du Covid. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est une collaboration avec un photographe qui travaille avec le même photo d'impression que moi à Dijon, qui lui, par contre, est parisien. Donc, on s'est mis en relation sur les réseaux pendant le Covid. Et ça faisait un moment que je voulais justement essayer de dessiner des animaux. Et la première année de Covid, étant donné que nous, on était enfermés chez nous, donc un peu comme ces animaux qui ont été photographiés dans un zoo, qui sont dans des cages, on va dire. Pour moi, il y avait un petit côté... une analogie. Voilà, une analogie dans tout ça. Et donc, je me suis focus et je lui ai demandé si je pouvais utiliser ces visuels. Et donc, il m'a autorisé à prendre 10 visuels. Et chaque mois, en fait, je dessinais un nouvel animal. Et ça permettait déjà à ma communauté sur les réseaux de me suivre un petit peu. Et d'exploiter une nouvelle rubrique en fait. Donc, et après, vu que je me suis pris au jeu, du coup j'ai dessiné de plus. Enfin, il y a tellement d'animaux à dessiner que. Il y a l'ours bonbon notamment, oui, déjà, qui est derrière nous et qui est complètement. C'est d'ailleurs le premier animal que j'ai dessiné, qui est finalement une sculpture d'un ours blanc, mais qui est un emblème à Dijon, donc qui m'a fait connaître d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a mis juste derrière. C'est que c'est vraiment l'œuvre qui m'a fait connaître localement en 2018-2019. D'accord. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, tu contactes les journaux directement en montrant ton œuvre, ou est-ce que les journaux viennent à toi vu que la ville est pas si grande? Comment Alors, ça se passe? de base, je cherchais quelqu'un parce que du coup, il y a des répliques qui sont en vente au musée des Beaux-Arts de Dijon, de cet ours, vu que c'est un emblème. Et moi, je cherchais vraiment à le faire en chrome,
pour refaire directement les reflets des places de Dijon. Ouais. Et du coup, il n'y en avait pas. Il y avait surtout des rouges, des jaunes, des bleus, il y avait toutes les couleurs, mais l'effet chromé, un peu à la Jeff Koons, avec le chien ballon, là, exactement. Il ne le faisait pas parce que ça coûtait extrêmement cher, donc pour le moment, il ne le sortait pas. Et donc, moi, j'ai réussi par contre à avoir le fichier 3D, on va dire, de l'ours, de créer mon moule avec la manufacture de Longchamp. Et du coup, j'ai mon prototype de l'ours en platine, donc c'est une sculpture 1 sur 1 en fait que j'ai faite et qui m'a permis justement d'exploiter les différents reflets sur l'ours et d'intégrer une place de Dijon à l'intérieur. Donc j'avais commencé avec le reflet du jardin d'Arcy où on voit l'ours dans l'ours, parce que l'ours pompon est vraiment dans le jardin d'Arcy. Ouais, enfin, c'est une réplique. Mais ça fait comme une mise en abîme en exactement. fait, avec un jeu de miroir. Ouais. Exactement. Et après, du coup, j'en ai sorti un par an. Donc à chaque fois, chaque année, les personnes attendaient le nouveau visuel de l'ours pompon. Donc j'en ai fait 5. Et du coup, c'est vrai que j'en ai vendu. J'ai vendu beaucoup de tirages parce que les originaux, vu que c'est mon œuvre best-seller, on va dire. Ouais, ton œuvre phare, en fait, c'est un peu ta signature. J'ai vu des cartes postales en vue déjà de cet ours. Et donc, du coup, les originaux, je ne les ai pas vendus, mais des reproductions, j'en ai vendu, je ne sais pas, 2500, 3000. Ce qui est incroyable pour cet ours, c'est la manière dont tu arrives à faire passer la ville comme on ne sait même pas si c'est en reflet ou en transparence. Oui. Donc il y a vraiment un jeu de reflets et il y a quelque chose que je reconnais comme étant, que moi j'identifie comme la patte de ton travail, après je sais pas, il y a vraiment des noirs très noirs. Très profond, très très profond. Une vraie matière noire et en même temps, pour cet ours-là, tu arrives à jouer sur quelque chose de très délicat, tout en reflet, tout en transparence. Et je me demandais vraiment, et je ne te demanderai pas tous les détails, mais au niveau de l'élaboration de l'image, ça paraît extrêmement ardu de mélanger quelque chose de très opaque, très matériel, très massif et quelque chose de transparence. Ouais. Exactement. Mais, et du coup, ça, c'est ce qui m'a amené surtout aussi à réaliser de l'automobile aussi par la suite, parce que c'est ce côté un peu brillance, chrome, qui m'a fait penser aussi aux véhicules. Et vu qu'après aussi j'ai exposé dans les concessions automobiles, ça m'a amené justement à explorer encore une autre facette, un autre thème, et donc les voitures, la carrosserie qui ressemble beaucoup à ce côté chrome. Donc en fait tout se rejoint finalement, mais principalement les thèmes de prédilection, c'est humain, animalier, automobile, architectural un peu, mais voilà, on va dire j'ai 4 thèmes phares. Après, avec le réalisme, on peut vraiment exploiter tout. Tu as fait la Lune. J'ai fait la Lune aussi, exactement. C'est vrai qu'on a toujours l'impression le sujet, quand même une part monumentale, que ce soit architectural, que ce soit la Lune, que ce soit des animaux. C'est pas le colibri forcément. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose et quelque part ça te ressemble. On a l'impression que ça te ressemble. Tout à fait. Ouais. Et en fait, chaque sujet, je les exploite. En fait, j'ai eu cette chance de vivre très rapidement de mon art avec des personnes qui m'ont soutenu au début. Et comment je suis venu à explorer certains sujets, c'est de par les propositions d'exposition. Typiquement, la Lune, c'est parce que il y a la nuit des étoiles chaque été où on voit les étoiles pour les regarder avec les télescopes, etc. Et en fait, j'ai dit pourquoi pas dessiner la Lune. Donc vu que j'avais un stand là-bas, j'ai dessiné la Lune en live. L'art maintenant se manifeste partout. Donc exactement. On a de la chance d'être dans cette époque postmoderne, on va dire, où l'art se manifeste dans le commerce, avec les marques, avec des événements même scientifiques. On le trouve vraiment partout. Et vous trois, vous en êtes vraiment les exemples. Évidemment, quand on voit ton travail, on pense à des photographies. Est-ce que tu te revendiques d'un mouvement, que ce soit photoréalisme ou bien hyperréalisme ? Je dirais que l'hyperréalisme, c'est quand même très poussé. Il y a bien meilleur que moi. Il y a des artistes comme Arins, comme John O'Dry, etc., Emmanuel Dascagno, qui sont vraiment encore plus poussés. Mais je m'en inspire, j'essaie de me rapprocher chaque jour. Mais je dirais plus que figuratif, réalisme, c'est plus mon univers, quoi. Moi, je t'associais, j'y ai pensé en fait à tout ça, et je t'associais à
un artiste hyper réaliste, enfin, à la Bien différence sûr. d'un artiste photoréaliste, même si ce que tu fais, on dirait des photos, parce que hyper réalisme, on est vraiment dans la notion de hyper, c'est-à-dire c'est une Mhm. extrapolation, une exagération sensorielle, et on a vraiment l'impression que tu recherches ça. Parce que quand tu parles des textures, tu as parlé des personnes âgées, de la peau un petit peu parcheminée, on parle du chrome qui est complètement aux antipodes. Hein. Là, on est sur Ouais, du poli complètement, ouais. ou du parchemin, c'est vraiment les antipodes. Et je trouve qu'on a l'impression, dans ton travail, que tu as besoin, que tu as envie en fait de faire corps avec ces matières et de les représenter. Ouais, bah, c'est mon maître mot. De toute façon, la texture, peu Ouais. importe la texture, j'adore exploiter. Que ça soit très doux, que ça soit très texturé, justement, presque exagéré dans la texture de peau et que ça ressorte avec beaucoup de clarté. Moi, ce que j'aime, c'est l'ombre et la lumière. Donc, Pour moi, c'est tu mes es maîtres mots, hyper. quoi, voilà. Pour moi, t'es hyper réaliste. Bah, ça me fait plaisir. Ça, en Ouais, tout cas, c'est évident. Et du coup, forcément, quand on est dans ce domaine-là, il y a l'importance de la référence, de l'image de référence. Toi, au niveau de tes inspirations et tes influences, du coup, ça va être plutôt des photographes dont tu utiliserais les photos comme référence, ou bien d'autres artistes plastiques. Je sais que tu en as cité quelques-uns. Ouais. Alors, photographe, oui, il y en a surtout un qui m'inspire beaucoup. Il y a Lee Jeffries, qui fait des photos très contrastées avec beaucoup de clarté, etc. Il m'a beaucoup touché parce que de base c'était un reporter dans le sport, journaliste, et en fait il s'est arrêté un jour devant un sans-abri et il a commencé à le mettre en valeur, en lumière, alors que généralement les sans-abri c'est ceux, enfin, on passe à côté d'eux. Mais on les regarde un peu de loin, et en fait là de les mettre en valeur et de les mettre en lumière comme ça, je trouvais ça magnifique. Et la texture qu'il utilise dans ses retouches photos, la lumière qu'il met, les contrastes, on dirait presque des dessins, lui, pour le coup. Est-ce qu'il y a des émotions que tu aimes bien Alors, les émotions, moi, je vais surtout les faire ressentir typiquement dans un portrait humain par rapport au jeu du regard, la lumière, s'il y a une petite larme dans l'œil, enfin voilà, des expressions de visage qui vont être très fortes. Ou pareil sur les animaux, je pense à Miko, mon œuvre avec le petit raton laveur qui regarde, et en fait, on ne se dirait pas on va acheter un raton laveur pour le mettre chez soi, mais celui-ci, c'est celui que j'ai quasiment le plus vendu dans mes animaux parce qu'il a un regard hyper attendrissant, et du coup c'est là où j'amène un peu de l'affect dans mes visuels et de l'émotion, on va dire. C'est vrai que je trouve que le noir et blanc favorise ça, surtout les forts contrastes. Et au niveau du regard, quand on a à la fois le noir, la pupille et le reflet dans l'œil, il y a un effet magnétique. C'est ça. Et ça me paraît plutôt monumental donc, au niveau des sujets, mais au niveau de tes œuvres aussi. C'est plutôt des grands formats ce que tu fais? Alors oui, donc comme je disais au début, c'était beaucoup de petits formats à mes débuts pour apprendre la technique, on va dire. Mais j'ai toujours eu ce challenge de voir de plus en plus grand. Et donc la plus grande œuvre que j'ai faite actuellement, c'est 2,35 m par 1,45 m. Donc ça fait une grande feuille, parce que c'est pas de la toile, là, donc c'est des rouleaux de papier que je tire. Mais c'était plus un challenge. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire le format standard que je vais faire, c'est plus 1,20 m par 80, 1,50 m par 1 m. Parce qu'après, du coup, rien qu'à exposer, il faut les murs adéquats, on va dire. Bien sûr, ouais. Et qui puissent accueillir cette œuvre-là. Et même pour dessiner, moi, je travaille toujours à plat, Ouais. avec la pierre noire, parce que c'est beaucoup en poudre aussi que je la travaille. Donc sur chevalet, c'est pas possible. Et quand c'est des très grands formats comme ça, en fait, c'est assez compliqué, on va dire, de le réaliser. Donc il faut être très pragmatique, on va dire, dans l'avancée. Mais si je pouvais faire des murs entiers, je le ferais, mais c'est très, très, très long. Mais est-ce que tu as des petits formats dans ces cas-là plus intimistes aussi? Alors, on va dire aujourd'hui, je fais pas en dessous de 90 par 60. Ouais, Parce que je me sens moyen, plus ouais. libre aussi quand je dessine sur grand format. Ouais. Alors, faut pas se tromper, surtout pendant l'esquisse, pour les proportions. Mais typiquement, si on fait un œil de 10 cm, parce que le portrait il est très grand, on a beaucoup moins de marge d'erreur et on est beaucoup plus libre, plutôt qu'un format A4 où l'œil il va faire 8 mm. Où là, du coup, même un demi-millimètre, ça va changer complètement l'expression. Ouais, et puis, même quand on l'a réussi, on n'a pas la même sensorialité. On n'a pas le détail des textures. Ça reste réussi, mais voilà. Puis je me suis fait aussi connaître avec ce grand format, parce que du dessin en petit format, on en voit régulièrement. Mais ce qui a étonné les personnes, c'est souvent de proposer du grand format en dessin.
qu'on a tendance à avoir de la peinture en grand format, mais du dessin, c'est rare. Oui, parce que toi, ce que tu fais, c'est que c'est à la fois extrêmement minutieux et c'est titanesque à la fois. Donc, on est dans quelque chose qui... Mais pourquoi s'inflige-t-il cela? Pour l'ours bonbon, par exemple, combien de temps ça te prend de faire En moyenne, ça va me prendre un mois et demi, donc on va dire 100, 120, 140 heures de travail. D'accord. Pour un format de ce type, donc 1,50 m par 1 m. Après, ça dépend vraiment des visuels, suivant déjà si c'est un humain, un animal, une sculpture ou une voiture, ça va prendre... bon, ça va pas jouer à beaucoup, mais le plus compliqué va être un visage humain avec l'expression du visage, où là, typiquement, si le reflet, je le décale un petit peu, on verra pas la différence. Alors que le visage humain, c'est quand même... voilà, il y a une vraie expression. Sur les animaux aussi, mais on est quand même plus habitué à avoir une différence de proportion et d'expression sur un visage humain que... C'est impitoyable le portrait, de toute manière. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, de toute façon. Ça et les mains humaines... et puis tu t'adresses... Le problème, c'est que tu t'adresses à un public d'humains, ce serait un public d'ours. Exactement. C'est de l'anthropomorphisme, en tout cas. Combien de boîtes de crayons dans ces cas-là pour... Eh ben, pas tant que ça, finalement. Pour faire une œuvre comme ça, je sais pas, je dois utiliser 3, 4 crayons, pas plus, en vrai. On pourrait croire plus, mais en fait, non. Je vais pas... vu que j'ai beaucoup d'estompes, beaucoup de... Je vais utiliser 3, 4, 5 crayons par tableau. Et tu utilises beaucoup de valeurs de crayons? Pas tant. On va dire, là, celui-là, il est entièrement au crayon graphite, donc il n'y a pas de pierre noire, mais je dois utiliser... du HB pour l'esquisse, du 2B, du 4B et du 8B, du 14B. Oui, là, dans l'atelier il y a 4-5 crayons différents. Pour les plus noirs dans ces cas-là. Mais quand je travaille à la pierre noire, par contre, j'ai qu'un type de pierre noire. Et donc, du coup, là, c'est juste un crayon que j'estompe. Et en fait, je fais toutes mes valeurs avec le même crayon. D'accord. Et la pierre noire, voilà, tu en fais tu les miettes, c'est ça. Soit il est en crayon et du coup, je le taille et c'est un peu plus précis. Soit sinon, il existe des carrés. Des carrés que je mets en poudre et du coup j'étale avec la main et après je viens... C'est ça que je connaissais, c'est ça que j'ai travaillé un petit peu aussi. Ça c'est une question que je me pose moi, c'est pas compliqué des fois de les mélanges de... Enfin la pierre noire, j'ai l'impression qu'on a un aspect beaucoup plus mat au niveau velours du rendu, mat, velours. Et le graphite, c'est très brillant. C'est ça, c'est pour ça que je les mélange jamais. Voilà. Et ça dépend en fait comment j'exploite typiquement quand c'est un fond blanc, parce que la pierre noire, c'est presque comme le fusain, donc on en met vite partout. Quand je dois faire un fond blanc, généralement, je travaille au crayon graphite pour garder une vraie précision. Et voilà. Et pour la pierre noire, qui va être sur fond noir, généralement, je travaille beaucoup sur fond noir, où là, je peux un peu plus salir mon dessin, même s'il faut être assez pragmatique, on va dire, dans l'avancée. Je travaille les sujets fond noir à la pierre noire. Voilà, ta lune, par exemple, c'est un fond noir, pierre noire, visiblement. Et pour ça, tu utilises la pierre noire de Comté? Bien sûr. À propos de Comté, j'ai vu qu'on voyait que toi sur leur Instagram, mais tu es aussi sur leur site internet avec Degas notamment, donc c'est plutôt stylé. Pour cette collaboration, tu es quoi? Tu es ambassadeur? On appelle ça comment? Ouais, c'est ça. En fait, ils m'ont contacté il y a 1 an et demi sur les réseaux, donc sur LinkedIn. Et donc, on est rentré très vite en relation. Ils m'ont proposé de faire l'inauguration de leur site, parce que Comté existe depuis maintenant plus de 200 ans. Mais ils n'avaient jamais fait de site. En fait, ils sont connus de par leur marketing de l'époque et de leurs artistes qui utilisaient ce matériel-là. Mais ils n'avaient pas vraiment de site à proprement parler. Donc, pour le lancement de leur site, ils m'ont contacté pour faire un article sur mon travail, mais aussi pour me mettre en avant et mettre en avant leurs produits. Donc là, on a des projets qui vont arriver dans le futur. C'est des surprises, je ne peux pas trop en parler pour le moment, je comprends, mais on est en train de travailler sur un projet qui sortira très prochainement. Tu es le seul ambassadeur, j'ai l'impression maintenant, tu es le seul que j'ai vu. Oui, alors sur le site, après, je ne sais pas si... Ils travaillent avec d'autres artistes, ça c'est sûr. On les voit. Ils font des workshops à l'atelier à Paris avec d'autres artistes, que ce soit dans le pastel, que ce soit... parce que du coup, il y a Comté à Paris, il y a le Franc-Bourgeois, et voilà, il y a d'autres marques. C'est le même groupe. Mais
Mais en tout cas, oui, sur le site, pour le moment, en tout cas, je suis le seul représenté. Mais je pense qu'il travaille quand même avec d'autres artistes. Je dois pas être le seul. En tout cas, sur l'Insta, je n'ai vu que toi sur les publications récentes dans tous les cas. Donc tu fais des choses vraiment extrêmement impressionnantes, mais avec le noir et blanc et des contrastes très très forts. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser aussi la couleur? Alors j'en utilise, mais très peu. Pour moi, vraiment, le noir et blanc, c'est vraiment ma ligne directrice parce que pour moi, c'est intemporel. En fait, le noir et blanc, c'est très fort, très puissant. Ça va dans tout type d'intérieur aussi. Ça me correspond bien aussi dans ce que j'aime en général. Et par contre, la couleur, si j'ai commencé à la mettre un petit peu dans ma série Versus en 2021 avec mes plus grands portraits, justement, là, le portrait qui fait 2,35 m par 1,45 m, où du coup, il y a des couleurs primaires, donc il y a le rouge, le jaune, le bleu. Et j'en ai un peu mis aussi sur ma première série animalière en 2020, où là, du coup, j'ai mis une petite touche de couleur sur les yeux, histoire de les mettre en lumière pendant ce Covid, quand j'ai réalisé la série. Mais voilà, je l'utilise vraiment par petites touches. J'ai fait une seule œuvre entièrement en couleur, au crayon de couleur, et c'était une Porsche, la Porsche Gulf bleue. Et voilà, c'est la seule que j'ai exploitée vraiment entièrement en couleur. C'était un challenge parce qu'il fallait que je le fasse au moins une fois. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, on va dire mon outil de prédilection reste la pierre noire. Donc, d'accord, et c'est vrai que c'est vraiment ce qui t'identifie, hein, cette matière noire, c'est finalement. En collab, justement, il y avait la Porsche que tu as faite avec Emric. Tout à fait. Je me demandais si vous prévoyez d'autres collabs ou éventuellement tu utiliserais de la couleur. Alors, donc oui, on la voit juste là. Je ne sais pas si on voit directement sur les vidéos, mais oui, c'est un projet. On s'est donné à un moment on avait une exposition en fait à Bruxelles en 2023 ensemble, et on s'est dit ça serait bien de rassembler nos deux univers en faisant une collaboration. Et on est découlé. Voilà, on a tous les deux exploité l'univers automobile, dont Porsche, et donc du coup on s'est dit pour commencer, ça sera très bien de se rassembler sur un projet pareil. Et donc oui, on aimerait bien faire d'autres sujets. Simplement, on manque de temps parce qu'on est quand même bookés tous les deux sur au moins un an d'avance. Ouais. Et donc, du coup, on essaye de trouver des créneaux et surtout le sujet futur qui marchera, j'espère, aussi bien que la Porsche parce que on l'a vendu le jour même de l'exposition. Donc, c'était incroyable. Ah, félicitations, trop bien. Et d'autres projets pour 2026? Est-ce qu'il y a une grosse date quelque chose? Alors, il y a un solo show donc, à la Toison d'Or à Dijon en avril, donc tout le mois d'avril. Donc là, ça sera ma plus grosse exposition en collaboration avec la Toison d'Or, donc qui est le plus grand centre commercial de Bourgogne, et où du coup j'aurai une quarantaine d'œuvres exposées. Les dates, excuse-moi, c'est quoi du 2 avril au 30 avril. Donc très bientôt. C'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup à toi, ça a été un plaisir de mieux te connaître, découvrir ton univers, c'était vraiment super intéressant. Et merci à vous qui nous suivez pour nos péripéties dijonnaises. À très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Art Talk Show.